Ça aussi. Pas d'importance qu'il me voit à la limite. Hop. Du coup, on va commencer. Tu veux imprimer ouais. Bon, non, mais c'est pas grave au pire. Okay. Du coup, quel est le nom de votre métier? Le nom de notre métier, il y en a pas mal. Ça, on peut appeler ça un président, un PDG, Ouais. un chef d'entreprise. Voilà. D'accord. Comment s'appelle votre entreprise? Beston. D'accord. Quelles sont vos activités principales? La transformation des polymères techniques, des hauts polymères exactement. Vous pouvez nous en dire un peu plus ou... C'est de la transformation par injection on va dire des matières plastiques, mais en fait sur ce qu'on appelle les hauts polymères. Donc ce ne sont pas les commodités comme le polyéthylène, le polypropylène. Voilà, c'est le grand marché en fait des matières premières. Nous, on est complètement opposé à ça. Ok. Quelle est la taille de votre entreprise et le chiffre d'affaires? Alors la taille c'est environ 25 collaborateurs, environ 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes sédentaire ou vous travaillez souvent sur le site? Alors, je travaille tout le temps sur le site. Ouais. Voilà. Et du coup, avec peut-être le Covid. Avec le Covid, non. Alors, moi, non. Je suis toujours sur le site. D'accord. Voilà. Et peut-être. Au niveau en fait de mes collaborateurs, ouais. On a eu en fait du distanciel. Aujourd'hui, on n'en a pas parce que les fonctions en fait sont des fonctions de production essentiellement. Donc, on a une nécessité quand même d'avoir cette présence. Et puis, la seule fonction, je dirais, qui peut être détachable facilement, c'est le poste administratif et comptabilité. Donc, il a été en distanciel. Et puis, le choix s'est fait de revenir en fait sur site pour des questions de commodité et pas des questions en fait d'ordre pratique, parce qu'on est équipé pour ça. D'accord. Et dans quelle région est votre activité? Et travaillez-vous uniquement en France et aussi à l'étranger? Alors, la région, c'est la région Rhône-Alpes, plus principalement la Plastic Valley et Oyonnax, la vallée d'Oyonnax. Nos clients sont les plus éloignés, c'est un client chinois et puis un client américain. Voilà. Et puis principalement en Europe, essentiellement l'Allemagne. J'ai vu sur le site web que vous aviez signé des accords. Oui, c'est ça. En fait, on a signé des accords, c'est différent. On a des partenariats en fait avec le Japon. Bon, la crise Covid, malheureusement, a réduit un petit peu tout ça à distance, malheureusement. Mais effectivement, on est en train de lier un partenariat avec les Japonais. Et ce partenariat, du coup, il consiste à quoi? Alors, les structures japonaises sont très, très grosses. Généralement, elles sont des entreprises familiales, mais de grande importance. Et puis, ils recherchent en fait un partenaire européen pour, je dirais, un domaine d'activité bien spécifique. Donc, pour l'instant, c'est un peu, je dirais, secret. Mais grosso modo, en fait, on est parti d'une quinzaine de personnes auditées en Europe. Et puis, on a eu la chance d'être retenus, en étant les plus petits, là, par ailleurs. D'accord. Clément, je te laisse. Ouais, je continue. Du coup, on aimerait bien savoir quelle machine utilisez-vous pour la production pour votre production? Les machines sont des machines, ce qu'on en appelle des presses à injecter à la base, des presses à injecter notamment japonaises. Une presse à injecter, c'est essentiellement donné par rapport à une taille de pièce, c'est spécifique à une dimension, à un volume de pièce. Donc chez nous, en fait, ce qu'on va appeler en fait de 6 tonnes de force de fermeture à 200 tonnes maximum. C'est la force de fermeture en fait applicable sur les surfaces de l'outillage. Donc je m'explique très rapidement. Un outillage, c'est ce qui sert à produire les pièces. Donc autant on a de pièces que l'on a d'outillage. Et puis une machine, c'est la surface frontale en fait. Donc c'est 200 tonnes au maximum de force de fermeture entre ces deux plaques. Voilà. Donc ça représente pas ce ne sont pas des grosses machines. Mais du coup, il y en a plusieurs, ou c'est la même qui fait plusieurs tonnes? Alors, oui et non. Il y en a plusieurs, oui. On a 11 machines exactement. 11 îlots, en fait, puisque en fait, ça ne s'arrête pas qu'à une seule machine, c'est robotisé derrière. Je ferai voir à Thibaut tout à l'heure. On peut faire éventuellement une visite avec l'ordi, si ça peut être intéressant. Mais grosso modo, une machine, en fait, une 200 tonnes, on peut aller de 110 tonnes à 200 tonnes de force de fermeture. Voilà. Okay. C'est réglable. Par contre, c'est proportionnel dans la taille descendante. Ok, d'accord.
Ensuite, quelle matière première utilisez-vous? Alors, ce sont des matières plastiques, ce qu'on appelait tout à l'heure des hauts polymères. On peut appeler ça en fait des PAI, des PEI, des PA, du PPA, si je vais trop vite, voilà. Non, ça va. Des LCP, du PEEK, PEEK, en fait. Voilà. Alors, le PA, c'est polyamide. D'accord. J'écrirai sur un bout de papier tout à l'heure les noms. Ce sera plus pratique pour le rapport. Du coup, ces matières premières, on sait qu'avec la crise du coronavirus, leur prix a augmenté. Oui. Vous, avez-vous été impacté par cette augmentation des prix? Ouais, c'est entre 20 et 30%. Alors, pour nos parts de marge, enfin, pour notre secteur, tout à l'heure, je parlais en fait des commodités. Les commodités sont les PEPP, polyéthylène et polypropylène. Ce sont des marchés en fait qui sont définis par un indice boursier. Donc, en fait, ils ont été multipliés par 2, par exemple, avec la crise du Covid. Enfin, entre autres, c'est la conséquence du Covid. Mais en tout cas, une matière, grosso modo, qui était à 1 euro le kilo est passée à plus de 2 euros aujourd'hui. Donc ça, nous, on n'est pas trop impacté par cet effet-là. On est impacté en fait sur des arrêts en fait de production qui ont eu lieu il y a un an, grosso modo. C'est que la Terre s'est arrêtée il y a un an avec le premier confinement généralisé, même s'il a été un petit peu décalé entre certains pays et nous. Mais en tout cas, les arrêts de production ont eu pour conséquence en fait aujourd'hui de réduire les stocks fortement. Et puis, en fait, finalement, l'incroyable demande qu'il y a eu, je dirais, sur les reprises, les fabricants n'ont pas eu, je dirais, la capacité de reconstituer ces stocks et de fournir en fait des marchés. Ensuite, ces augmentations, elles sont aussi liées à un facteur de puissance, puisque ce sont des lobbies, ce qu'on appelle les lobbies pétroliers, en fait, qui gèrent en fait les gros producteurs de matières premières sont des gros, ça peut être Total par exemple, si vous connaissez tous Total, mais Total en fait va gérer en fait ses coûts et puis se dire je crée une pénurie pour aussi augmenter mes prix. Voilà. Donc nous effectivement on a un impact sur la matière, sur le monomère de base qui est le pétrole. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez dû augmenter le prix de vos pièces à cause de cette augmentation des coûts de matières premières? Alors, vous allez tous finir vos études et puis vous allez devenir des bons commerciaux pour aller négocier ça avec des clients. Parce que ça, c'est en fait, c'est l'effet qui se coule et l'effet qui est relativement complexe. En fait, on est dans l'obligation de passer en force aujourd'hui. Parce que nos clients, bon, quand on a des clients, je dirais, nous on a encore la chance d'avoir ce qu'on appelle des donneurs d'ordre, en direct, des gros donneurs d'ordre. On ne discute pas de la même manière qu'en rang de sous-traitance, par exemple. Où là, la sous-traitance, c'est d'autant plus difficile d'aller faire des augmentations de pièces, des augmentations en fait de prix, pardon. Par contre, sur les clients qui ne veulent pas aujourd'hui, on force la facture, voilà, tout simplement. S'ils ne prennent pas, ils n'auront pas de pièces. En fait, les hausses sont tellement conséquentes aujourd'hui qu'elles ne sont pas absorbables par nos marges, tout simplement nos marges commerciales. Ça peut passer. Du coup, là, j'avais une question. Comment comptez-vous l'annoncer? Mais c'est soit ils acceptent, soit vous refusez de collaborer avec eux, du coup. Alors, ouais, ça, c'est un peu l'effet rapide, je dirais, du sujet. On a quand même, comment est-ce qu'on l'annonce? En fait, aujourd'hui, on a un vecteur chance aujourd'hui depuis réellement un an. C'est d'avoir développé ce qu'on est en train de faire tous les 3 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a les visios qui sont arrivés et la praticité finalement de cet outil. Moi, il y a des clients que je n'avais jamais vus avant, parce des fois, ils sont très, très éloignés ou par diverses raisons, je veux dire, des faits de temps. On communique aujourd'hui par téléphone, par mail ou avec les décalages horaires, etc. Par contre, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir quand même une relation finalement d'image à image, mais où on peut discuter. Donc là, on a, je veux dire, le développement et les annonces, elles se font comme ça. Donc, grosso modo, en fait, au lieu de se déplacer, on a au moins la chance d'avoir finalement un interlocuteur de visio. Et puis, finalement, après, la partie commerciale, elle se gère comme ça. Donc, les hauts s'en font partie. Après, il y a tout le reste derrière. Vas-y, Thibaut, je te laisse continuer. Alors, du coup, tout à l'heure, vous nous parliez de vos collaborateurs. Du coup, c'était 25, c'est ça? Oui.
D'accord. Et du coup, quels sont les avantages et les inconvénients du métier que vous faites, d'une en tant que patron de Beston et de deux sur toutes les matières, toutes les matières plastiques, etc. Alors, redonne-moi ta question. En premier, quels sont les avantages et les inconvénients du métier De chef d'entreprise? de chef d'entreprise Oui, d'accord. dans un premier temps, et Ouais. après les avantages et les inconvénients de travailler dans le secteur du plastique, Dans la plasturgie? ouais, dans la plasturgie, D'accord. voilà. Alors, avantages, inconvénients d'un chef d'entreprise. Les avantages, c'est la liberté, notre liberté. Enfin, chaque chef d'entreprise a sa propre liberté de décider et d'orienter sa stratégie comme il l'entend et son entreprise comme il l'entend. Sans avoir, je dirais, voilà, à rendre compte quelque part. La différence, en fait, enfin la différence, c'est pas une différence. On a des clients. Aujourd'hui, on a des fournisseurs qui sont puissants et on a des clients. Aujourd'hui, en fait, finalement, on est dans un entonnoir. Donc, l'effet qui se coule du chef d'entreprise, c'est de se retrouver compressé finalement entre les fournisseurs, les gros fournisseurs, finalement, qui gèrent le monde, et puis les clients qui gèrent aussi, je veux dire, les marchés. Donc, finalement, on a une espèce d'étau qui se resserre au fur et à mesure du temps, donc qui est assez contraignant, qui est assez pesant sur l'économie de l'entreprise et sur, en fait, par défaut, sur la fonction du chef d'entreprise. Ensuite, chef d'entreprise, il a la liberté, en fait, également cette liberté d'entreprendre. C'est franco-français, mais c'est une liberté, en fait, intéressante parce qu'elle permet de choisir aussi ses collaborateurs et puis, en fait, de les engager, de les emmener dans sa propre voie, dans la définition de sa ligne de conduite tout au long, en fait, de son activité. Une entreprise, c'est une ligne de conduite. On choisit une ligne de conduite, on conserve cette ligne de conduite tant qu'on peut la conserver. Il peut y avoir des effets dans le temps, je dirais, qui arrivent au travers. Ça peut être des effets de perte de marché, ça peut être des effets de crise, comme on l'a vécu depuis un an. Mais en tout cas, cette liberté, elle est intéressante dans le choix et le poids de la décision. Je sais que vous avez beaucoup enfin, vous innovez pas mal quand même avec votre cafetière, je me souviens, par exemple. Ouais, alors ça, c'est un exemple qui date un petit peu, mais on a eu cette chance aussi de travailler avec un torréfacteur, un gros torréfacteur qui est hyper connu dans le monde, qui était le premier torréfacteur à faire du café équitable et à vouloir en fait finalement relocaliser une production de machines qui était faite en Chine pour créer en fait un produit 100% français, 100% éco-conçu. Donc on a été retenu ouais, il y a 6 ans exactement pour faire une partie de cette machine-là. Donc on a créé, et ça c'était très intéressant, un gros challenge technique pour nous. Après, combien d'heures hebdomadaires vous travaillez environ? Je sais qu'en tant que chef d'entreprise, ça. Ouais, ça tape un petit peu. Ça peut être, voilà, c'est le double de la normale, on va dire. C'est la moyenne, c'est ça. D'accord. Voilà. Vas-y, Clément, je te laisse continuer. Du coup, quelles sont les qualités requises pour être un bon chef d'entreprise? Les mêmes que l'on va demander à nos collaborateurs aujourd'hui. Si je retourne la question, si je vous retourne à tous les deux la question, qu'est-ce qui fait en fait, qu'est-ce qui ferait, vous seriez en fait des bons collaborateurs? Bah, moi, je pense que ce serait avoir une bonne communication, avoir un bon lien avec ses salariés. Et justement, vous parlez de ligne de conduite, ne pas dévier de cette ligne de conduite. Quand on en choisit une, on reste sur cette ligne de conduite. D'accord. Thibaut? Pour moi, c'est, ouais, comme disait Clément, la communication, le fait le travail d'équipe aussi, je pense que c'est important. Après, il faut savoir gérer les hommes surtout. Et puis, le social aussi. Surtout. Alors, vous avez raison tous les deux, parce que, en fait, un chef d'entreprise, les qualités, il n'y a pas.
il n'y a pas plus de qualité d'être chef d'entreprise que d'être, je dirais, d'avoir un emploi quelque part, d'être cadre ou même un ouvrier, peu importe le niveau. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà prendre un plaisir dans son travail, suivant ses capacités. Ensuite, il y a la volonté en fait d'apprendre, parce qu'un chef d'entreprise se doit d'apprendre. C'est pas parce qu'il est sachant d'un métier ou pas, parce que dans les PME, en fait, une PME, c'est une idée qui est créée sur effectivement une personne ou je veux dire un groupe très, très restreint de personnes. Donc le chef d'entreprise, c'est lui qui a l'idée, c'est souvent lui qui a le savoir et qui développe ça et qui développe son entreprise ou pas. Maintenant, pour développer le savoir, il faut savoir communiquer. Ça, c'est un moyen qui est une des qualités, on va dire, si on peut appeler ça une qualité, la communication, elle a un vrai sens. Et quand on entend communication, il y a la façon de s'exprimer, la façon, en fait, de s'exprimer pour obtenir ce qu'on cherche à obtenir, et pas dans la douleur. Entre il y a 40 ans et aujourd'hui, les générations ont changé. Vous êtes jeune, vous n'aurez pas du tout la même attente, je dirais, d'une entreprise que celle que moi je pouvais avoir au même âge que vous. Parce que en fait, c'était complètement différent, le monde était différent, on n'était pas connecté comme on est connecté. Et puis, même si on apprenait, par contre, la différence, c'est qu'on apprenait des métiers qui étaient des métiers en fait techniques, hein. Plus technique, dans la technique, je veux dire vraiment, le commerce, ça a toujours existé. Mais le commerce, il a évolué, la technique, elle a évolué. Peut-être que l'un et l'autre n'ont pas évolué de la même manière. En tout cas, ça crée des écarts. Aujourd'hui, si on crée un parallèle en fait d'attente du chef d'entreprise, l'attente en fait c'est un rebond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit s'exprimer, il doit donner et il doit recevoir. Mais à l'inverse, ce que je vous demandais tout à l'heure, je vous ai retourné la question, c'est vous devez recevoir ce que vous attendez. Pour que une entreprise elle avance, automatiquement, il faut que ça marche comme ça. Après, il y a des qualités, on a des qualités et des défauts. On a toujours ces défauts. Et les défauts, il faut savoir, en fait, justement, les condenser un petit peu et pas trop aller dans ces mauvais travers. Parce que les défauts engendrent, en fait, une mauvaise activité dans l'entreprise et une mauvaise expression et des objectifs qui sont souvent mal définis. On ne peut plus aujourd'hui, je ne sais pas si on en parlera peut-être après, mais je ne sais pas si vous avez fait ça, mais probablement, on n'a plus d'organigramme, on n'a plus ce qu'on appelle le système pyramidal. Ça, probablement, vous en avez parlé. Les systèmes pyramidaux, ça n'existe plus. En fait, on ne s'exprime plus je dirais, avec le patron qui est tout en haut, et puis finalement, et plus on descend, plus on atteint la base. C'est plus comme ça que ça marche. On se forme différemment, on forme des identités, des organigrammes complètement différemment. Et ça, en fait, il faut impliquer les gens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avance, c'est une entreprise complète, c'est une équipe qui avance. Une entreprise, c'est une équipe. On parlera tout à l'heure de sport. Je ne sais pas si Clément en fait, mais en tout cas, Thibaut, je le connais depuis qu'il est tout petit, mais en tout cas, je dirais, il sait ce que c'est qu'une équipe de sport. Et puis, voilà, s'il y en a un qui n'est pas bon, l'équipe fonctionne moins bien. Donc, il faut avoir l'intérêt que le chef d'entreprise puisse recruter automatiquement les meilleurs, on va dire, les meilleurs candidats possibles. Voilà. Et du coup, autre question, prenez-vous plaisir à diriger votre entreprise? Je pense que je ne serais pas là si je ne prenais pas le plaisir. Le plaisir, en fait, quelquefois, c'est de la douleur. Une entreprise, c'est une douleur permanente parce qu'il n'y a jamais rien de simple dans une entreprise. Ça ne roule pas non plus, je dirais, celui qui va dire « moi, ça roule », etc. C'est qu'il a le produit miraculeux, on va dire que c'est du Coca-Cola ou du Amazon. Et puis finalement, tout roule parce que voilà, il y a des marges considérables et puis le produit va bien. Mais ramener à des PME, ce qui est la majorité de la constitution française des entreprises, on vit tous en fait dans une douleur. Parce que la douleur, c'est le pouvoir de se dire, je rentre chez moi et puis j'oublie tout. Finalement, à 17h, je vais faire un tour de vélo, etc. Ça, c'est possible parce qu'on a cette liberté aussi de pouvoir le faire. Mais on ne le fait pas aussi souvent que quelqu'un qui finalement va finir son job à 17h ou à 18h, peu importe, et puis qui va vaquer une occupation X ou Y. Ça, chez les chefs d'entreprise, les PME, ça existe vraiment pas beaucoup.
Donc, ouais, il y a du plaisir, il y a plein de plaisir. Mais par contre, il y a beaucoup de contraintes aussi. Ok. Beaucoup de pression, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Thibaut, je te laisse continuer. Alors, du coup, quand on parlait de chef d'entreprise, est-ce que vous avez une fourchette de votre salaire ou pas du tout? Si vous ne pouvez pas nous dire, c'est pas. Non, mais ça, je peux pas le dire parce qu'en fait, c'est proportionnel, je dirais, à l'entreprise, au résultat et aux marges de l'entreprise. Parce qu'en fait, un chef d'entreprise, il a son salaire, il a ses rémunérations en fait sur ce qu'on appelle d'actionnariat. D'accord? Donc, en fait, c'est vraiment différent. On a soit en fait un salaire mensuel, soit effectivement des rétributions qui sont annuelles, Les dividendes, qui tout ça. correspondent aux dividendes, exactement, voilà, qui constituent aussi un complément de salaire. D'accord. Et du coup, maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution dans votre poste? Bah, il y en a dans le poste, il y en a. Il y en a tous les jours. Et dans votre entreprise? Alors, dans mon entreprise, non, parce que forcément, je dirais, je ne peux pas aller plus haut que je Ça, ne suis aujourd'hui. Mais en tout cas, déjà, ce qu'il faut voir, l'évolution d'un chef d'entreprise, c'est ce que je disais tout au début. Il faut qu'il ait la capacité d'apprendre. Donc, pour ça, il faut aller chercher les informations, il faut aller chercher en fait les réseaux qui vont bien, voilà, pour aller en fait apprendre comment être meilleur de jour en jour. Et du coup, les projets futurs pour votre entreprise, des innovations, des choses à améliorer? Alors, il y en a tous les jours. Juste avant, on en a fait une. En fait, dans un milieu technique, il y a des évolutions. En fait, alors, il y a l'évolution technique du matériel, de la technologie, etc., qui permet, je dirais, d'aller chercher un peu plus loin, voilà, des possibilités de contrôle, de dépose, de manipulation de pièces, d'assemblage de pièces par de la robotisation. Par contre, il y a de l'amélioration, il y en a vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Clément, je te laisse continuer. Donc, du coup, on est allé voir votre site et on a vu que la qualité, c'était vraiment un point fort de votre entreprise. Pouvez-vous nous en dire un peu plus de de la qualité des pièces, donner des exemples, par exemple? Alors, la qualité, c'est le propre en fait de la culture de l'entreprise. Quand on parle de culture d'entreprise, on l'écrit dans un système qualité. Alors, il y a effectivement le système qui colle à une norme. Alors, nous, c'est l'ISO 9001. Voilà. On peut avoir là-dedans, on a ce qu'on appelle de l'ISO 13485, qui est le propre en fait du médical. D'accord. Donc, nous, on est intégré. Je dirais, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans la même norme pour éviter d'avoir double certificat. Et parce que nos clients nous le demandent. Donc, en fait, la qualité, c'est un système normatif. C'est-à-dire que on écrit en fait ce qu'on appelle un processus. Donc, le processus, c'est une donnée d'entrée, une donnée de sortie. Donc, grosso modo, j'ai des commandes clients qui arrivent et je ressors un produit livré chez mon client à l'autre bout de la planète. Donc, tout ce qui se passe au milieu, c'est ce qu'on appelle en fait un ensemble de processus qui détermine en fait la fabrication, la conception du produit, la fabrication des outillages, la production des pièces, pardon, la logistique des pièces. Au travers de ça, on a ce qu'on appelle tout l'ordonnancement-lancement, c'est-à-dire tout ce qui va gérer la partie administrative liée à tout ça. Et puis, dans le développement, c'est un processus qui est très, très long, qui peut durer 2 ou 3 ans, quelquefois, pour obtenir une pièce. Donc, après, la qualité, c'est un mot qui est très, très vaste. On le prend souvent sur l'aspect de la norme, parce qu'on va chercher en disant il faut un système qualité dans une entreprise. Alors, oui, il en faut un pour être certifié, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a des entreprises qui n'ont pas de certification, qui ont des systèmes qualité qui sont ce qu'on appelle auditables par les clients. Et c'est les clients, quand ils ne sont pas certifiés, qui viennent justement certifier leur propre domaine. Quand vous avez des clients à l'autre bout de la planète, c'est d'autant plus difficile de les faire venir pour certifier une petite entreprise. Savoir que nos clients, en fait, dans un système, ils viennent systématiquement également vérifier entre ce que l'on a, je veux dire, de l'écrit, si ça correspond bien à leur attente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des audits. Bon, ce sont des audits ponctuels. Ça peut durer, on a plus long chez nous, c'est 5 jours. C'est assez aberrant, mais c'est comme ça. Pour avoir en fait systématiquement un beau certificat pour nous permettre de livrer des pièces dans un gros compte. C'était comme ça. Donc un jour, c'était les achats, le lendemain, c'était la qualité, après, c'était la logistique, après, c'était l'aspect administratif, et le 5e jour, c'est la restitution. Voilà, un type d'audit.
Par contre, dans la qualité, si vous n'avez peut-être pas regardé ça, mais vous regarderez, ce qu'on appelle chez nous une charte d'éthique. Donc, dans la rubrique téléchargement, vous pouvez en fait la voir et la lire surtout. C'est quelque chose qui est présent depuis une dizaine d'années chez nous. Ça lie chaque employé. Ça vous définira tout à l'heure, enfin, vous la lirez parce que c'est en relation avec la qualité des personnes et la mienne, en l'occurrence, sur en fait les engagements que l'on a, sur effectivement pas faire travailler des enfants de la planète, etc. Et puis le bon savoir-être de la personne au sein de l'entreprise. Ça fait partie aussi de la qualité d'une manière générale. Qualité, c'est une sphère qui doit rouler. Et encore une fois, ce ne sont plus des systèmes, encore une fois, pyramidaux ou qui obligent à. On oblige à par défaut, mais on explique tout, je dirais, de façon à se dire que ce n'est pas A plus B égale C. C'est A plus B égale C, mais avec la méthode dessus. Moi, ce système de certificat, il me fait rebondir sur l'éco-conception, Oui. parce que je sais que il demande aussi beaucoup de certificats. Et du coup, on sait que le plastique, c'est de plus en plus critiqué pour la planète, etc. Et vous, l'éco-conception, vous en êtes où? Comment ça se passe? Alors, l'éco-conception, ça remonte chez nous depuis pas mal de temps. C'est un peu compris dans le charme d'éthique, mais la machine à café, notamment, en fait, est ce qu'on appelle éco-conçu. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé éco-conception quand on a produit cet ensemble-là. Alors, l'éco-conception, c'est simple, hein, c'est la séparabilité en fait, des matières et l'utilisation des matières les plus vertes possibles. Alors, qu'on soit clair, je dirais dans la plasturgie, les matières plastiques aujourd'hui sont 95% issues du pétrole. Donc, c'est en fait, voilà. Après, la problématique, c'est l'utilisation qu'on fait du plastique, je dirais, qui a déclenché ce qu'on appelle le plastic bashing. Et puis, en disant le plastique, il ne faut plus s'en servir. Aujourd'hui, en 2021, le plastique, on n'en a plus. On n'a plus de téléphone, on n'a plus d'ordi, on n'a plus de composants, on n'a plus de produits pour les hôpitaux, pour soigner, etc. Donc, on s'arrête. Voilà. Le travers, c'est l'homme qui utilise le plastique, enfin, qui jette le plastique. Savoir qu'un plastique, aujourd'hui, quand on parle d'éco-conception, un plastique, s'il est utilisé logiquement, s'il est réutilisé logiquement, il est réutilisable quasiment à l'infini, je dirais, d'une certaine manière. Donc, c'est tout cet attachement-là où aujourd'hui, nous, on est de plus en plus sollicités sur tous nos développements pour aller sur des matières les plus vertes possibles et puis pour aller surtout, en fait, créer le moins de déchets possible. Alors, les déchets sont les rebuts, ou ce que je vais appeler la carotte. La carotte, c'est ce qui est le transfert entre la presse, le bout de la presse, et puis la pièce plastique. C'est dans le moule. Donc, quelquefois, c'est beaucoup plus important que la pièce en elle-même. Donc, c'est quelque chose que l'on rebroie et que l'on remet à disposition. Donc, nous, dans la chaîne de valeur, en fait, comment on appelle ça pardon, j'ai perdu le mot. En fait, on revalorise nos déchets. Donc, en fait, on revend pour des filières de recyclage tous nos déchets, par exemple. Voilà. Donc, l'éco-conception, ça part d'une grande chaîne et puis il faut savoir où va le produit et puis savoir si effectivement il peut répondre à oui ou non à l'éco-conception. Du coup, là, on va passer un peu aux questions sur le Covid. Oui. Donc, comment se porte votre entreprise depuis le début de la crise et le premier confinement? Alors, par chance, très bien. On a fait une grosse année, puisqu'on a fait plus de 25% sur notre chiffre d'affaires. Mais ça, c'est la chance d'avoir les marchés que l'on a eu. En fait. Tout simplement, c'est le marché médicaux. On est dans l'indice 200 principalement. Donc, c'est une chance d'avoir ces clients-là. Voilà, facteur chance. Donc, Et du coup, pendant le premier confinement, donc tout à l'heure, vous parliez que vous n'aviez pas arrêté, vous? Non. Non, on a eu cette chance. Ouais. En fait, voilà, je parle de chance parce que c'est réellement ça. Ça s'est joué à pas grand-chose. On a une chaîne logistique chez nous en flux, qu'on appelle en flux tendu, d'approvisionnement de matière notamment. Et en fait, dans l'espace d'une semaine, quand il y a eu l'annonce du confinement en France, on avait du transit de matières premières. Donc, il était en transit. Par contre, s'il était au départ de l'usine, je pense qu'on aurait été dans l'obligation de fermer. Et là, on aurait vécu des problèmes plus importants parce qu'on a des clients qui avaient besoin de leurs pièces pour construire des machines et pour les fortes demandes, en fait, même à l'autre bout de la planète, en l'occurrence, pour le Covid. Voilà. Clément?
Tout à l'heure, là, enfin, vous venez de parler du domaine médical. Oui. J'aimerais savoir si ça a eu un impact, enfin, si la crise, elle a eu un impact positif sur votre chiffre d'affaires, enfin, le fait que vous travaillez avec le domaine médical. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a fait en fait, on a fait plus de 25% l'année dernière, en 2020, sur le chiffre d'affaires, ce qui est considérable, je dirais, en augmentation. Mais voilà, c'est le monde médical, en fait, on a une capacité maximum de production. Il a fallu trouver aussi des solutions parce que ça n'a pas été simple aussi sur le plan des personnes. Il a fallu, je dirais, on travaillait avec des intérimaires qu'on a arrêtés parce que bon, les gens ont eu peur parce que c'était ça. Et puis nous, le noyau en fait de Beston a eu voilà cet effet-là. On a eu la chance bon, de trouver en fait des protections très très rapidement. On les a même anticipées. Et c'est ce qui nous a aussi permis enfin, moi, de protéger tout le monde ici. Donc, et ça, c'était aussi, ça faisait partie, parce qu'il n'y avait pas de masque en France, faut dire qu'on soit clair. Quand ils ont annoncé ça, c'était la panique à bord. On s'est fait détourner, je dirais, 1 million de masques, alors pas pour nous, mais avec des copains. On s'est regroupé, on a créé une zone en fait, ce qu'on appelle d'importation en fait rapide. On s'est détourné sur tarmac 1 million de masques qu'on avait payé d'avance et tout avec la Chine par rapport aux États-Unis qui sont allés surenchérir. Donc on a trouvé d'autres solutions, mais voilà, ça a été, voilà, il a fallu trouver des solutions, enfin, notamment rapidement des masques et puis surtout il y en avait des gants parce que l'année dernière on était avec des gants partout. Voilà, mais bon, l'anticipation a bien fait son chemin. Du coup, donc on est allé sur votre site et en fait, on a vu que vous étiez vraiment engagé avec des sportifs sur le partenariat, etc. Oui. Et du coup, qu'est-ce que le partenariat et le sport de haut niveau représentent pour vous? Alors pour moi, le sport de haut niveau, il a un vrai sens. On parlait tout à l'heure des chefs d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est comme un entraîneur en fait. S'il y a mauvais entraîneur, il y a mauvaise équipe. Voilà, généralement, c'est comme ça. Donc le sportif, en fait, il y a une valeur dans le sport. Alors, il n'y a pas tous les sports, puisqu'on parle du rugby principalement, ce qui est notre vecteur local, je dirais. Le rugby, voilà, moi j'ai passé une petite partie de mon temps, mais il y a un vrai sens des valeurs. Et puis qu'on retrouve finalement peu souvent dans les sports d'équipe, je veux dire, qui sont médiatisés. On retrouve ça dans le hand, on retrouve ça dans le basket, mais bon, avec plus des mercenaires. Le rugby, en fait, c'est un vrai sport d'homme. Donc, une entreprise, c'est un sport d'homme. Ensuite, sur les deux autres, bon, c'est une sportive que je connais bien, comme c'est une championne du monde d'enduro et de moto. Mais elle est partie, c'est pareil, elle a une histoire que je connais et ça a tout un sens en fait de réussite. Donc pour moi, ça, en fait, c'est très porteur. Et puis Franck Viaia, qui est un triathlète, qui a été champion du monde de triathlon longue distance, il a 59 ans aujourd'hui. Il en est à sa 15e participation d'Hawaï. Alors, c'est de la longue distance, sachant qu'Hawaï, c'est tous les 2 ans. Donc, lui, il a un travail, c'est un rugbyman à la base. Donc, et un jour, autour d'une table, en fait, il y a eu une sorte de pari d'aller faire du triathlon. Et lui, c'est une force de la nature. Donc, un chef d'entreprise, il faut qu'il soit fort dans sa tête. Donc, c'est toute une relation. Le sport, c'est l'engagement personnel qu'on peut attribuer pour obtenir un niveau et pour aller chercher un niveau. Il y a des champions du monde, on n'en fait pas tous les jours. Il y en a très peu. C'est pas ça. C'est l'engagement qu'on y met pour la réussite et pour réussir ce qu'on l'on veut faire ou ce qu'on l'on veut entreprendre. C'est surtout ça. Du coup, j'avais une autre question. Donc, le sponsoring, ça apporte de la visibilité. Oui. Et est-ce que enfin, ça vous a apporté quelque chose quand même? Non, non, c'est plus de l'engagement, je dirais, et puis la croyance, je dirais, locale, et puis pour effectivement aider des sportifs. Un club comme l'USO, je dirais, on est petit partenaire, tout petit partenaire. Après, je veux dire, on est plus porteur, je dirais, sur des individualités. Donc, Franck ou Juliette, par exemple, c'est vrai que les sons qu'on peut donner sont quand même plus engageantes pour eux directement. Maintenant, la visibilité, on en a toujours. Du moment où on écrit un nom d'entreprise quelque part et que la personne donne de la visibilité, c'est là où on a de l'importance.
il y a un truc derrière, il y a très longtemps. C'était le dernier Dakar, je dirais, en Afrique. Donc ça remonte à très longtemps. Bon, c'est bête, enfin, Jean-Pascal. Il était dans les fins fonds du classement, sauf qu'il a une caméra sur lui parce qu'il a crevé, il a arraché une roue, je dirais, dans la dernière spéciale. Et la dernière spéciale, c'était une spéciale où il y avait sans assistance, sans rien. Et finalement, en fait, à l'époque, c'était France 2, est venu, on s'est posé en hélico et a posé sa caméra pendant 2 minutes 30 à l'interviewer, etc. Alors, Beston, en fait, on voyait que ça. Et là, on a eu un pic, en fait, sur notre site Internet. Et ça, c'est lié à ça. C'est-à-dire que les gens se sont posés la question. Donc, la visibilité, même si elle n'est pas toujours sur des banderoles de partout, au moment où elle est visible, ça pose toujours une interrogation. Donc, finalement, il n'y a pas de petits sponsors. Il n'y a pas, c'est simplement l'histoire d'avoir une visibilité quelque part où quelqu'un prend une attention particulière. Du coup, en parlant de visibilité, est-ce que vous avez d'autres moyens de communication? Enfin, est-ce que vous faites je sais pas, Les salons? des salons? Enfin, maintenant, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais avant la période Covid, est-ce que vous avez des salons, des événements, des trucs comme ça? Ouais, on est présent en fait souvent sur des événements mais spécifiques. On ne fait pas de salon générique. Ce sont en fait on fait souvent ça, enfin souvent. Alors ça, c'est des opérations tous les 3 ans qu'il peut y avoir avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va intégrer, et là de plus en plus, on devait faire quelque chose en 2020, malheureusement ça a été reporté maintenant en 2022. C'est en fait un gros salon en Allemagne avec un client, avec l'importance du client. Donc on intègre dedans, parce que nous, Beston, très clairement, aller faire des salons qui sont où le plus petit stand fait 7 ou 800 mètres carrés, c'est juste pas possible. Donc là, on intègre en fait, je dirais, l'espace de nos clients qui veulent bien, et puis ça nous permet d'avoir une grosse représentation internationale. Donc ensuite, il faut communiquer. C'est pas un jeune que je vais apprendre ça, mais bon, les réseaux sociaux font que aujourd'hui, c'est largement regardé. Des réseaux comme LinkedIn, je dirais la communication dessus. Alors, du Facebook, non, parce que c'est moins professionnel. On n'est pas dans les activités de commerce, donc commerce pur et dur de centre-ville. Mais les activités pro, ouais, du LinkedIn, c'est très porteur. Voilà. Pour recruter, on utilise l'APEC aussi, c'est pour les cadres, par exemple. Donc, on communique au niveau de l'APEC. Alors, c'est différent en termes de communication, mais c'est aussi une présence et une visibilité qu'on peut avoir, et potentiellement sur des cadres qui sont chez des clients. Et est-ce que vous avez quelqu'un qui gère cette communication au sein de l'entreprise ou c'est vous qui vous en occupez? Non, ça c'est moi. Ça c'est un vœu pieux. Non, non, j'ai toujours. Moi, j'ai une formation au départ de marketing et de communication. Donc, j'ai en fait tous les logos au fur et à mesure du temps, je les ai toujours fait de A à Z. Voilà. Donc, après, si on parle de communication, oui, j'ai quelqu'un qui me gère mon site internet, qui le fait, etc. Voilà. Ça, c'est quand même différent. Eh ben, je crois que c'était la dernière question, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la dernière. Bon, ben, merci beaucoup. De rien. Merci. Avec plaisir. Très Avec enrichissant. Et je pense que Clément, si tu veux, je t'appellerai en FaceTime et si on peut faire une petite visite de l'atelier. Ouais. Je sais que, Ouais, je veux bien, moi, je suis d'accord. À la limite, Thibaut, tu peux prendre ton ordi et puis on peut le crois. balader. Hein. Après, c'est comme tu veux. il a un iPhone. Donc Ouais, bah écoute, on fait un avec l'iPhone, FaceTime. c'est très bien. Ouais.